Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Juliette. Bonjour. Et nous avons lu Un automne pour te pardonner, tome 1 de la série Seasons de Morgane Moncomble, paru aux éditions Hugo Roman en 2023. Alors c'est le livre de romance, de new romance, qui truste les podiums, avec Captive qu'on a lu toi et moi déjà. Au moment où on enregistre, il est dans le palmarès Edistat depuis 49 semaines, donc quasiment un an. Beau score. Ouais, excellent score. C'est un peu un enfant de son temps, je dirais. Elle a 28 ans d'ailleurs. Elle vient d'une famille qui ne lit pas trop, c'est elle qui le dit. Et elle le dit aussi, elle est biberonnée à Twilight, puis avec la série After aussi, si vous connaissez. Comme beaucoup d'autrices de new romance, elle a commencé par publier sur la plateforme Wattpad sous pseudo. Et ensuite, en fait, c'est une de ses lectrices qui a proposé à une maison d'édition de l'éditer elle. Donc c'est un travail très collaboratif. Peut-être qu'on devrait dire ce que c'est Wattpad. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez publier généralement des fanfictions, des textes, sans que ce soit vérifié par un éditeur, une éditrice. Voilà, et vous pouvez avoir des retours, ça c'est un truc important. Déjà, ça permet de toucher un lectorat juste en publiant, et ensuite vous aurez des retours de ce lectorat. Après, Wattpad, c'est principalement, oui, pour de la fanfiction, pour de la romance. Tout à fait. C'est un certain genre. Mais je suis sûre qu'on peut trouver, je sais pas, de la poésie, d'autres trucs, hein, mais il se trouve que quand on dit le style Wattpad, ça veut dire fanfiction, romance, avec voilà, certains codes. J'avais vu, je te l'ai envoyé, l'interview de Morgane Moncomble en France Inter. Tout le monde dit, c'est bien dommage, cette fille, elle truste les podiums, mais personne l'invite, personne n'en parle. Ça reste quelque chose qui est pas discuté aujourd'hui, et donc on va le faire aujourd'hui. Et on le fait aujourd'hui parce que c'est une demande d'une auditrice qui me dit, il y a quelques mois, j'ai récemment lu, en suivant de nombreuses recommandations d'un book club de lecture, le roman de Morgane Moncomble, donc celui qu'on va lire aujourd'hui. Je me demandais si vous alliez lire et review ce genre de roman, extrêmement lu par de nouvelles lectrices, personnes qui se mettent à la lecture en regardant BookTok. Bref, elle, ça lui a pas plu. Et elle comprend pas parce que tout le monde autour d'elle, ça lui plaît, ça leur plaît, mais pas à elle. C'est vrai que c'est un argument qu'on donne beaucoup sur ce type de littérature, c'est mais ça aide les gens à se mettre à la lecture. Les gens qui ne lisent pas, ils commencent par lire en lisant ce type de littérature. C'est difficile de critiquer ça parce qu'en fait, finalement, c'est un bienfait que Morgane Moncomble fait à la société parce que ça incite des personnes qui sont sur TikTok à regarder des petits TikTok à enfin sortir leurs yeux de leur téléphone et lire des livres. Donc oui, c'est vrai que on va commencer par là. C'est vrai que c'est bien d'amener les gens à la littérature. Puis on dit toujours que les jeunes ne lisent pas. C'est bien si il y a effectivement une littérature qui est peut-être plus adaptée plutôt que de lire La Princesse de Clèves au lycée. Lire Morgane Moncomble, pourquoi pas, effectivement, si ça permet d'ouvrir. C'est possible lire les deux. En commençant avec ça, c'est un livre qui est très populaire, qui est pour plutôt une audience jeune, mais pas au sens jeunesse, mais au sens qui commence qui commence la lecture jeune dans son parcours de lecture. Donc ça peut être aussi des personnes plus âgées, mais en tout cas voilà. Ou juste voilà, c'est une littérature de divertissement. C'est aussi comme ça qu'on en parle, quoi. Cela étant dit, à la question est-ce que nous on a été divertis pendant cette lecture, moi ma réaction globale c'est que je me suis un peu ennuyée. Je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça assez long et je me suis pas vraiment reconnue dans le public qui était visé par ce roman. Globalement, ouais, c'est ça. En fait, on s'est ennuyé parce qu'en fait, c'était pas pour nous. Alors, j'espère que c'est pas une question d'âge, mais j'avais vraiment cette impression que Morgane Moncomble, elle répondait à une demande d'un lectorat, d'un groupe particulier, et moi, je fais pas partie de ce groupe, en fait. Ouais, mais moi non plus, j'en fais pas partie, et puis je me rends compte aussi, plus j'avance, et aussi plus je lis des torchons pour torchons, que, en fait, ça ne me convient pas la littérature qui est juste pour la romance. Juste pour un sentiment. En fait, j'ai besoin des explorations un peu plus vastes, j'ai besoin de choses qui vont voir un peu plus de choses. Et puis, en plus, moi, je suis lectrice de thriller, je suis lectrice d'enquête policière, c'est quelque chose que je fais peut-être légèrement trop. Et j'ai besoin de certains codes de l'intrigue policière que j'ai pas du tout retrouvés
dans Un automne pour te pardonner. En effet, en fait, pour résumer ce que c'est qu'Un automne pour te pardonner, c'est un livre certes de new romance, donc de romance, mais c'est couplé avec une intrigue policière. C'est très 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 inspiré par Agatha Christie. L'idée étant qu'il y a eu un meurtre, il y a un petit groupe de gens qui ont pu tuer le mec qui est mort, et on va essayer de trouver et l'héroïne va essayer de trouver la vérité dans toute cette affaire. Donc on a une intrigue policière et on a une intrigue amoureuse, c'est-à-dire que l'héroïne, donc Camélia, elle est l'avocate du principal accusé qui s'appelle Lou, et donc on va suivre l'intrigue amoureuse entre Camélia et Lou, et Camélia et Lou, ils vont aussi être, ils le disent explicitement, Sherlock et Watson. Oui. Je vais essayer de résumer rapidement l'intrigue policière, en tout cas. L'intrigue policière, c'est donc un groupe d'amis qui se sont connus, disons, très jeunes, mais disons que ça c'est... Ah oui, un truc à dire, c'est qu'il y a pas mal de flashbacks. Oui. Donc il y a des flashbacks, donc il y a l'intrigue actuelle, il y a le flashback vers le lycée, donc leurs années de jeunesse, d'adolescence, et il y a le flashback dans la conscience dans le flot narratif de Rory, la victime. On retourne et on voit ce que Rory a pu penser avant sa mort. Donc, nous avons Camélia. Camélia, elle s'est fait harceler pendant toutes ces années de lycée par un groupe de jeunes riches et cons. Le mec qui a la tête de ce groupe de jeunes riches et cons, c'est Rory, riche, con, narcissique, sociopathe. Très bon résumé. Rory, il a une petite copine, Vénale. C'est tout ce qu'on saura sur elle. Et elle s'appelle Sky. Ah oui, tout ça se passe à Édimbourg, donc c'est pour ça qu'ils ont des noms anglais. Malgré le fait qu'il ait une petite copine, il la trompe, et il la trompe notamment avec son meilleur ami à lui, Lou, qui est donc accusé de son meurtre. Et donc c'est son meilleur ami, mais c'est aussi son amant. Il y a deux autres personnages dans ce groupe de jeunes. Il y a Alastair, qui est le frère jumeau de Rory. Autant Rory est stylé, riche, intelligent, autant Alastair, il est un peu terne à côté de lui. Oui, c'est l'effacé. Voilà. Et ensuite, il y a un dernier personnage qui est Gideon, ou Gideon, comme vous voulez. Gideon, on découvre plus tard, mais je peux le dire tout de suite, qu'en fait, il n'est pas qui il est, parce qu'il n'est pas riche et con, il est pauvre et con. Et drogué. Et drogué. Attention. Et donc, voilà, Gideon, c'est un personnage très inspiré, si vous voyez de qui on parle, c'est le talentueux Mr. Ripley. D'ailleurs, Alain Delon est mort récemment et il a joué exactement ce personnage. Donc, le personnage de l'homme pauvre qui est fasciné par les riches et notamment par un homme riche au point de vouloir un peu devenir comme lui. Et donc, il devient à un moment de l'intrigue un des accusés, enfin un des suspects, parce qu'on pense qu'il nous a fait une replay, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Toute l'intrigue, on va pas vous résumer toutes les circonvolutions qui sont très très longues, parce que tous sont accusés les uns après les autres, puis après il y a des combinaisons qui sont formées, enfin c'est très long, mais ce qui s'est passé, c'est que Rory, avant de mourir, a créé un testament et a donné des lettres aux différentes personnes pour créer un jeu de pistes pour Lou et Camélia. Et Camélia est ramenée à toute cette histoire. Et elle comprend pas très bien pourquoi elle est là, parce que là, on a le groupe de jeunes, mais elle n'était pas là la nuit du meurtre. La nuit du meurtre, c'est Lou qui est accusé en premier de meurtre, parce qu'en fait, on a retrouvé le corps de Rory dans son coffre. Donc, il est accusé de meurtre, mais lui, il a aucun souvenir de ce qui s'est passé, parce qu'il a été drogué. Donc, en fait, Camélia va devenir l'avocate de Lou. En devenant l'avocate de Lou, on sait pas trop si elle dit explicitement, elle veut se venger de Lou. Et en même temps, on sent qu'elle est obsédée par cette histoire et qu'elle a envie de savoir qui l'a tué, Rory. On sent aussi que elle est biberonnée à Hercule Poirot et donc elle veut devenir Hercule Poirot. En questionnant son client, donc Lou décide de s'évader, l'utilise un peu comme bouclier humain et s'évade. Et elle, finalement, un peu malgré elle finit par l'aider et tous les deux vont commencer à enquêter. Bref, l'enquête, on va pas en parler 3000 ans parce que franchement, c'est pas ouf comme enquête. C'est vraiment pas les meilleurs enquêteurs du monde. Non, ils sont un peu nuls, hein. Ah, waouh. C'est pas Hercule Poirot, ni Sherlock Holmes. Mais c'est pas l'enjeu, enfin, c'est pas grave. Et à la fin, on découvre, et donc là, si vous voulez savoir la fin,
on va spoiler, hein, parce que c'est un podcast qui lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, si vous voulez le faire, vous arrêtez ce podcast tout de suite. Bref, maintenant c'est fait, on va vous dire. Il y a un plot twist que moi j'ai trouvé top, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est que, en fait, Rory n'est pas mort. Il a tué son frère jumeau et il a pris ses vêtements et il a pris son identité. Et pourquoi il a tué son frère? C'est qu'il a découvert que tous ses amis l'empoisonnaient dans son dos pour se débarrasser de lui pour plein de raisons différentes. Mais ce plot twist, de toute façon, c'est vraiment le moment où moi je dis, ah oui, vraiment, c'est de l'inspiration Agatha Christie complet. Ouais. Et pendant cette intrigue, il y a une autre intrigue qui est l'intrigue amoureuse, parce que comme on l'a dit, Camélia a été harcelée par ce groupe de jeunes cons. Elle leur en veut énormément. Et qu'est-ce qu'elle et elle en veut en particulier à Lou parce qu'elle pense que c'est Lou qui est l'instigateur de cette vague de harcèlement. Et donc, ça s'appelle Un automne pour te pardonner parce que l'idée étant que elle va arriver à pardonner à son ennemi Lou de cette vague de harcèlement. Le problème de base de ce livre, c'est que la romance et le policier, il y a plein de logiques de la romance qui vont pas très bien avec la logique du roman policier. Ça matche pas. Il y a beaucoup de moments où dans le roman policier, on va avoir une découverte, où on va avoir un petit élément qui nous a échappé et ça a été caché par la personne qui a écrit et paf, ça permet de délivrer le reste de la narration. Là, le problème, c'est que c'est hyper fréquent. Il y a tout le temps des moments où on avance parce qu'il y a un Deus ex machina qui sort de nulle part. Il y a un passage secret dans un manoir. Il y a un deuxième passage secret dans le même manoir. La personne arrive à s'échapper avec un scalpel d'un hôpital. Il l'a fait d'une manière qui est pas du tout vraisemblable. C'est même écrit dans le bouquin, c'est un miracle. On peut parler des énigmes. Ah oui, non, mais les énigmes... C'est trop drôle parce que ça se passe à Édimbourg, donc ils sont censés tous se parler anglais entre eux. Et les énigmes sont écrits pour un public francophone. Donc il y a des charades. Il y a des charades qui sont écrites pour un public francophone, qui sont imaginées pour un public francophone. Moi, je les connais. En plus, ces charades, c'est pas des charades qui sont très compliquées, c'est vraiment des charades qui sont, si on aime bien ça, en fait, tout le monde les connaît. En fait, ils auraient pu googler la charade et ils auraient eu la réponse, quoi. C'est la première chose que j'ai fait pour vérifier si effectivement la réponse était en ligne, et en fait, elle est en ligne. Mais du coup, la vraisemblance quitte le chat très très rapidement. Et du coup, c'est assez désagréable quand on a l'habitude des intrigues policières qui sont extrêmement bien ficelées, où on se demande quelle erreur on a fait, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas bien lu, qu'est-ce qui pourrait être l'élément qui a été caché, qui a été semé par la personne qui a écrit. Et j'étais désengagée par rapport à l'enquête policière. Puis en plus, ils mettent tellement de temps à résoudre les trucs. C'est fou. C'est vrai qu'il y a un problème de rythme et il y a un problème de longueur. C'est un livre qui fait 430 pages. Assez long comme livre quand même. Ouais. On pense que les jeunes, ils aiment les contenus courts. Et non, Morliane Monton, elle vous fait des pavés. Et moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais vraiment envie que ça avance. J'avais vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et dès qu'ils trouvent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une scène de cul, quoi. Bon, ça, c'est plutôt dans la deuxième partie du livre, mais à mesure qu'on s'approche de la vérité, ils trouvent un truc super important et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'amour. Et je suis là, genre, mais les amis, là, un homme est mort. Mais encore pire, ils font l'amour dans le bureau de la personne qui est morte. Et oui, je sais jamais, vous mettez votre ADN, il y a peut-être des preuves. Enfin, là où tu mets tes fesses, meuf, il y a peut-être un papier important. Oui, on pourrait me dire, oui, mais à quoi tu t'attendais? C'est un livre de romance, apprécie la romance. Mais le problème, c'est que le mélange des deux crée un problème de structure assez intense. Mais je pense que la scène qui fait le meilleur clash, tu l'as très bien dit toi-même quand on en parlait, c'est, on l'a dit, Camélia devient l'avocate de Lou, et il y a la scène de l'interrogatoire. Première rencontre, Lou est en prison. Il rencontre son avocate qui en fait est Charlotte, qui est la responsable de Camélia, parce que Camélia est trop jeune, elle est que stagiaire. Et donc, c'est la première fois qu'ils se parlent, quoi. Et il y a une tension sexuelle à couper au couteau dès les premières pages. Et le truc, c'est que Charlotte, elle est là. Donc, je lis. Nous nous défions du regard un long moment dans le silence, et c'est tellement électrique que je sens la chair de poule se former sur mes bras. Il ne sourit plus, ses yeux percent les miens avec curiosité et colère, assez longtemps pour me faire savoir que je l'ai touché. Enfin, Lou s'adosse de nouveau contre sa chaise. Je fais de même, le dos droit et le cou brûlant. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Demande Charlotte, son regard passant de lui à moi. Je rougis sans le vouloir. Le temps d'une seconde, j'ai oublié que nous n'étions pas seuls.
Lou ne dit rien, ce que je prends pour une confirmation. J'ai l'impression d'avoir gagné un deuxième round, c'est exact. Donc là, on a deux problèmes avec cette scène. Le premier, c'est que, bon... Team Charlotte. On est tellement gênés pour elle. Ne flirtez pas devant vos collègues. Et moi, je serais Charlotte, je dirais genre, Camélia, je suis désolée, mais je vais t'enlever de l'affaire parce que t'es la meuf la moins professionnelle que je connaisse. Mais oui, mais jamais. T'imagines, enfin, moi, ça... Mais il y a aussi un autre problème avec cette scène qui est que Morgane Moncomble veut nous donner très rapidement de la tension sexuelle pour un peu, préfacer le fait que c'est ce qui va se passer dans la suite. Mais le problème, c'est que ils sont censés se détester. Parce qu'on est dans un trope qui est très, très, très classique de la new romance. C'est le trope enemy to lover. Donc là, il va falloir que j'explique ce qu'est un trope et qu'est-ce que c'est que le trope enemy to lover. Ah oui, trigger warning. C'est un livre qui parle de cul. Et donc, on va être aussi explicite que le livre. Donc, si ça vous dérange. Très explicite. On utilise les mots qu'il faut pour décrire un acte sexuel. Il faut arrêter d'écouter tout de suite. Voilà. Bref, revenons à qu'est-ce qu'un trope. Un trope, c'est donc déjà c'est en anglais trope, mais maintenant l'anglicisme est passé en français. C'est un cliché narratif, je dirais. Tout à fait. Souvent c'est pas fait tel quel. Il faut que je fasse ce trope. Mais dans la new romance, ce qui se passe en fait, c'est un système de tags, en fait. Dans Wattpad, c'était des tags. Et donc, quand tu es à la recherche d'une fiction, tu tapes le tag ou le trope que tu veux voir parce que c'est ça qui te fait plaisir. Et donc là, ce trope, c'est l'un des plus demandés, les plus mis en avant. Voilà, c'est le enemy to lover, c'est-à-dire deux personnes qui se détestent vont petit à petit tomber amoureux l'un de l'autre. Pour ceux qui disent plutôt des classiques, Pride and Prejudice, Darcy et Elizabeth Bennet. Le problème que j'ai, c'est que si on reprend Orgueil et Préjugés, au début, il y a pas une tension énorme. Enfin, moi je me souviens la première fois que je l'ai lu, Orgueil et Préjugés, j'étais très très surprise quand Darcy déclare son amour auprès d'Elizabeth Bennet parce qu'on est un peu il ne l'exprime pas, il exprime à l'inverse une certaine forme de rejet. Et il dit, malgré moi, je vous aime, et elle est là, genre, super, merci, mec. Donc, il y a un côté dans le enemy to lover, c'est qu'il faut que ça soit des ennemis, quoi. Il faut qu'ils se détestent. Et là, le problème, c'est que, ils font semblant de se détester, mais on a vraiment l'impression qu'ils veulent niquer. Donc, Déjà, il y a une narration avec 3 voix. Il y a Lou, il y a Camélia, et il y a Rory, mais au moment de sa mort. Enfin, quelques heures avant sa mort. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 voix ne sont pas très distinctes. Non. Elle est obligée de dire c'est Lou, c'est Camélia, c'est Rory, parce qu'en fait, ils ont exactement la même conscience, ils ont le même cerveau. Donc franchement, c'est dommage parce que Rory est censé être une sorte de mec ultra narcissique et sociopathe, et quand tu lis son flot de pensée, on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez sympathique et gentil. Un peu, voilà. Oui, en fait, il a peut-être eu un petit peu trop d'argent quand il était jeune, il est un peu trop gâté, mais ça va, quoi. Donc Morgane Moncomble a pas réussi à créer une vraie distinction entre ces personnages dans la manière dont elle les écrit. C'est pas facile, donc je peux l'entendre. Alors, il y a un truc c'est un peu difficile à décrire à l'oral. La voix intérieure est faite en italique, et ensuite, il y a une sorte de sous-voix intérieure, il y a une sorte d'inconscient, un inconscient, qui lui est rayé. Et donc, on a ce que le personnage dit, la voix en italique, et ensuite, le truc commentaire rayé qui est le sentiment que le personnage ne veut pas voir éclore. Et donc, c'est très clair, on sait exactement ce qu'il pense. Donc, le sous-entendu, non. La mauvaise foi, non. Parce qu'en fait, on sait tout, quoi. Enfin, c'est très, très explicite. Puis ils sont psy, en fait, tous ces personnages. Ils sont psychologues. Je pense qu'ils ont fait tous des licences de psychologie parce que malgré tout ce que les autres veulent dire, en fait, ils savent très bien ce que l'autre pense. Oui, et donc au tout début, la raison pour laquelle ce groupe de jeunes riches et cons harcèle cette pauvre Camélia, c'est parce que Rory a détecté dans un regard de Lou qu'il était amoureux d'elle. Et t'es là, genre, mais en fait, les gens sont si transparents que ça. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant d'explicitation, donc il y a l'explicitation dans le livre, mais je voudrais revenir totalement en arrière
avant même le début du livre, parce qu'en fait, il y a un avertissement avant même qu'on commence le livre, qui est donc avertissement, et donc c'est Morgane Moncomble qui nous dit: ce roman contient des scènes, des propos ou des sujets pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes. S'il vous plaît, prenez garde au trigger warning qui suit avant de vous aventurer dans cette lecture. Je tiens également à rappeler qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, avec des personnages imparfaits, des relations pas toujours saines et des comportements parfois inexcusables. L'autrice et la personne que je suis ne cautionnent en rien les actes de ces personnages. Trigger warning, harcèlement psychologique, bizutage. Bon, c'est en même temps un code du genre. C'est un code du genre. On a eu la même chose sur Captive. Et c'est une réponse à la morale panique, la panique morale qu'on a à chaque sortie de livre un peu à la destination de jeunes femmes, mais qui en même temps parle de sujets dark. C'est « Ouh là là, ces pauvres jeunes filles, elles vont être choquées, donc il faut faire un trigger warning ». Après, je dis pas qu'il faut pas mettre de trigger warning. Je trouve que c'est très bien. Ça permet aussi parfois aux parents de savoir ce qu'il y a dans le livre. Je trouve que c'est aussi utile. Et ça permet aux lecteurs de se dire, par exemple, s'il y a une lectrice qui a connu un fort harcèlement, bah, ça permet de se dire, ouais, bof, je vais pas lire. Pas pour moi, quoi. Ouais, je vais lire autre chose. Donc, ok, très bien. Mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est explicite de chez explicite que l'autrice ne cautionne pas les actes de harcèlement psychologique et bizutage. Ceux qui font du bizutage et du harcèlement psychologique, c'est les méchants, on est au courant, enfin c'est clair. Pour moi, le côté genre non mais je cautionne pas ce qu'ils font, enfin elle était pas obligée de le dire, mais je pense qu'elle le dit plus à cause de la presse qu'il y a autour de ce type de littérature, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que la New Romance souffre de son image de lecture pour midinette, et je mets ça entre guillemets, souffre d'une image de fausse littérature, ce qui est peut-être un procès vraiment très court à donner à cette littérature. Après, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge, et ça, c'est quelque chose on parlait du fait qu'on n'était pas dans la cible. Moi, je suis pas dans la cible des enemy to lover fans. Je suis pas dans la cible des gens qui trouvent ça très intéressant de décrire des scènes des bizutages, parce que ça peut remplir un intérêt narratif. On peut avoir un intérêt narratif à décrire certaines scènes, notamment d'harcèlement psychologique. On peut avoir des évolutions de personnages qui sont provoquées par ça. Mais je trouve que c'est pas le cas ici. Je trouve que c'est juste une description pour rajouter au pathos des personnages. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont pas convaincue, en fait. Moi, je trouve que la scène de harcèlement, parce que voilà, c'est en fait un outil pour justifier le fait qu'ils sont ennemis. Oui. Plus qu'autre chose, en fait. C'est juste, c'est là pour être là. Il y a un côté où c'est très explicite, et c'est pour ça que je me suis dit aussi un peu que c'est pour des lecteurs jeunes dans leur parcours de lecture. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de lire beaucoup, ou qu'on n'a pas de plaisir à lire beaucoup, bah ça c'est pratique parce qu'au moins tu fais pas un effort à essayer. Enfin tout est dit, et donc voilà, c'est plus facile à lire. Mais moi, personnellement, j'aime bien être active dans ma lecture. J'aime bien essayer de comprendre. J'aime bien reposer le livre et réfléchir à ce que j'ai lu. Et ça, c'est pas ce que te permet Morgane Moncomble. Mais voilà, on peut peut-être arriver à un point qui est que Morgane Moncomble, elle a écrit... Moi, en tant que lectrice, je l'ai pas trop aimé. En tant que marketeuse, alors là, j'ai trouvé que c'était un livre qui répondait à une demande. C'était un livre marketing, dans le sens où il y a une demande du marché, et elle va mettre dans ce livre plein de demandes de la part d'une lectrice. On en a parlé, donc le trope enemy to lover, les scènes de sexe, voilà, c'est une demande, elle y répond. Il y a une atmosphère, donc c'est l'atmosphère qu'on appellerait Dark Academia, c'est-à-dire ça se passe à Édimbourg, il y a un côté un peu gothique, il y a l'université, la bibliothèque, il y a aussi les fringues, elle va beaucoup décrire comment elle s'habille, avec une passion lingerie très cute. Ouais, très préppy, très un petit peu même un peu gothique parfois, on sent qu'il y a un peu des couleurs, elle donne beaucoup les couleurs des fringues. Donc ça permet de s'imaginer, c'est un peu comme dans Captive d'ailleurs, un peu le fantasme clairement. Elle a des beaux vêtements. Donc voilà, il y a le bal, la scène de bal. Et tout ça, ça rentre aussi dans cette demande de la New Romance d'avoir ce fantasme social de la classe sociale riche aussi, où on a cette classe sociale dans laquelle on porte des beaux vêtements, on va dans des bals dans lesquels on tournoie.
ce verbe me marque. On a des jeunes issus de familles un petit peu remarquables de l'Écosse, Cavendish, je crois. Rory, c'est O'Brien, non, il y a pas aussi. Ouais, peut-être. Cavendish et O'Brien, ouais. C'est un peu cliché par ailleurs. Donc il y a aussi cette réponse à il faut s'imaginer dans un autre univers un peu socialement élevé. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Gossip Girl. Ah. Le côté groupe de jeunes riches et cons qui sont un peu, il y a une histoire de meurtre. Alors, bon, dans Gossip Girl, c'est plutôt une overdose. Il y a de la drogue, il y a des balles, enfin. Oui. Et puis, il y a quelque chose, par contre, il y a un pas de côté qui est peut-être un peu plus intéressant avec le bouquin, qui est que le personnage féminin, par contre, est moins effacé que celui qu'on a vu dans d'autres bouquins de New Romance. Oui, c'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que oui, elle répond à une sorte de commande, de cahier des charges, et ceci dit, elle répond à une critique. Donc il y a l'avertissement au début, c'est une réponse, je pense, à une critique. L'autre réponse à une critique qui est faite, c'est que souvent dans les livres de romance traditionnels, d'ailleurs surtout, mais maintenant voilà, ou même dans Twilight, ou même dans 50 Shades of Grey, tout ça, les personnages féminins sont très passifs, un peu genre effacés. La fille qui est belle mais elle est pas au courant, qui s'habille pas très bien, et grâce à la romance elle va commencer à s'habiller mieux, enfin le côté un peu vilain petit canard qui va se révéler. Là c'est pas le cas. Camélia, c'est un personnage très fort qui fait du Krav Maga. C'est vrai. Là, un père policier, une mère infirmière, elle sait faire des points de suture. Elle sait faire des points de suture. Elle est exceptionnelle. Non mais voilà, il y a un côté où quand même elle est, et en plus elle veut se venger, elle veut dominer Lou, enfin voilà, il y a un côté très inversion des genres où Lou finalement se fait un peu dominer. Oui, quand même, non, oui, enfin, oui, clairement. Pas sexuellement, enfin là on reviendra sur la scène de cul, mais en tout cas il y a un côté où sa relation avec Rory, elle est ultra toxique parce qu'évidemment Rory c'est un personnage très narcissique, très sociopathe. Mais la relation avec Camélia, comme il s'en veut d'avoir été la cause de son harcèlement, et il a envie de se faire un peu genre malmené par elle pour expier sa faute, quoi. J'ai un peu. Ouais, et en fait c'est un peu dramatique pour Lou qui en fait va d'une relation toxique avec un mec qui le respecte pas vers, moi c'est comme ça que je le vois, une autre relation toxique pour l'instant. Après ça évolue au cours du roman et plus tard ils se font un peu mieux et ils font des tartes aux pommes ensemble. Il y a très clairement un moment dans le roman, un instant où il dit elle n'est pas comme les autres, elle ne me caresse pas dans le sens du poil, elle m'envoie chier quand il le faut, mais genre en fait Rory, il a fait que ça avec toi. En fait, il est peut-être temps de faire ce que font tous les hommes dans la New Romance, aller voir un psy. Non, et d'ailleurs c'est marrant parce j'ai eu un moment où j'ai dit passage psy, où on a l'impression qu'ils se font une sorte de thérapie les uns aux autres quand ils s'interrogent les uns les autres. Oui. Et à chaque fois ils sont là genre ton père ne t'a pas assez aimé, c'est pour ça que tu es comme ça. Et c'est marrant l'introduction d'un langage de thérapie, de psychologie dans la New Romance. Moi je l'ai pas tellement vu comme toi le côté relation toxique, parce que c'est Camélia, moi je l'ai vue comme un personnage qui veut à tout prix se venger sur Lou, qui veut faire preuve de domination, mais en fait elle est amoureuse de lui et donc ça échoue, elle n'arrive pas à le dominer, et donc ils font semblant de réussir ce fantasme de domination. Donc lui fait semblant d'être dominé et elle fait semblant d'être dominante, mais dans leur flux de pensée, on est bien au courant que ni l'un ni l'autre n'est réellement dans ce... Moi, je trouve qu'il y a un jeu de dupes tout au long de ce livre qui est très fort, qui est que tout le monde fait semblant de se haïr, mais en fait, ils se haïssent pas tellement, même depuis le début même au début. C'est peut-être un des reproches que je fais au bouquin, c'est censé évoluer, mais en fait, ça évolue pas parce qu'il parle plus, pas parce que il y a vraiment une notion d'avancement dans la relation, mais plus parce qu'elle découvre qu'en fait, c'est pas lui qui la harcelait au lycée. Lui découvre que en fait c'est Rory qui demandait à harceler Camélia, ce qu'il ne savait pas. Franchement, le gars est pas très doué dans la vie. Et parce qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est ça qui est marrant, c'est un groupe de potes, ils devraient être au courant, quoi. Et en fait, il y a effectivement
ce jeu, et c'est juste que pour moi il y a pas beaucoup d'évolution par contre des personnages. C'est marrant parce que tout est très explicite, on a tout leur flot de pensée tout le temps, mais il y a aucun moment où Camélia se pose et honnête avec elle-même en disant ah mince en fait je suis amoureuse de ce mec. Comme tu dis, il y a le côté où en fait il a pas vraiment fait quoi que ce soit de mal, mais en vrai si tu le tournes d'une certaine manière, si, parce qu'il a été ami avec des gens qui lui ont fait beaucoup de mal. Ouais. Et en plus de ça, s'ils lui ont fait beaucoup de mal, c'est à cause de son amour. Et donc elle pourrait dire ah mais t'es la cause de tous mes problèmes en fait mec. Et c'est marrant parce que c'est jamais. Alors peut-être que ça aurait été une scène trop artificielle ou pas bien faite et c'est difficile à faire où tous les deux discutent et ont une conversation. C'est marrant parce qu'il y a une psychologisation forte où ils n'arrêtent pas de discuter de leurs problèmes de parents, mais à aucun moment ils se posent et ils disent t'as vécu quelque chose de difficile et c'était ma faute et en fait la manière dont ils réussissent à surmonter cette épreuve c'est en faisant l'amour, enfin voilà, oui. C'est un exutoire, quoi. Ils ont énormément de passion, d'émotions contradictoires. Qu'est-ce que tu fais? Tu niques, quoi. Oui, donc c'est très clairement dit, et puis c'est très clairement, enfin, c'est même assumé puisque ils font l'amour en se parlant énormément. Oui. Ils parlent énormément pendant l'amour. Et ils se font une psychologisation, comme tu disais, en faisant l'amour. Ils parlent de psychologie en faisant l'amour. Franchement, très fort. Le problème de critiquer les scènes, de lire et de critiquer les scènes de sexe dans les livres quand je fais un torchon, c'est que c'est difficile de les lire vraiment premier degré. Non. Parce que je vais t'en parler, quoi, et puis il y a plein d'inconnus qui vont m'écouter parler de scènes de sexe, donc c'est toujours un peu compliqué. Moi, je trouve qu'elles sont bien écrites. Si on enlève les dialogues, il y a un côté totalement pas réaliste dans certaines scènes. On va pas rentrer dans le détail de où elle met son pied, où il met sa bouche. Enfin, il y a un côté où si vous essayez de le faire à la maison, je pense que vous devez vous contorsionner. Enfin, il y a des problèmes. Plusieurs trucs que j'ai bien aimés. La question du consentement est bien traitée. Moi, je trouve que c'est bien. Ils sont respectueux l'un de l'autre. Ils se demandent le consentement l'un de l'autre. Et ils utilisent un préservatif. Ce qui, moi, m'a étonnée. Et après, j'ai été étonnée d'être étonnée. Parce que je suis là, genre, oui, évidemment qu'ils utilisent un préservatif. Mais j'étais tellement habituée à qu'on n'en fasse pas mention. Non, on a tellement pas l'habitude de ça. Mais même moi, j'ai été assez étonnée d'avoir ce consentement et qu'elle essaye de le rendre sexy, ce qui est une bonne chose, très clairement. Paraît-il que c'est quelque chose de commun dans la new romance. Ouais. Mais bon, j'en ai pas lu tant que ça, donc j'en sais rien. Oui, je pense qu'en fait, on peut faire la critique de ce livre sur beaucoup de choses, mais pas la chose la plus évidente qui est la question de la sexualité. La question de la sexualité, elle est assez saine, elle est assez tranquille, comme on le disait. Et puis, peut-être qu'on peut en parler maintenant, mais il y a la question de la bisexualité. Qui est assez intéressante. Enfin, moi, on a un avis assez différent, d'ailleurs, toi et moi. Ouais. Donc, je vais d'abord donner le mien et ensuite tu me diras ce que t'en penses. Moi, j'étais déjà très surprise qu'on ait un homme bisexuel dans un livre de romance. Voilà. Déjà, c'était une surprise pour moi. Et ensuite, c'est jamais traité comme un problème. C'est-à-dire que Camélia, à aucun moment, elle se dit, il était en couple avec un homme, donc il est homosexuel, il est pas bisexuel. Pour elle, la bisexualité, c'est ok, normal, c'est un non-sujet. Donc je suis trop contente d'un point de vue comment la culture évolue de nos jours, que la bisexualité des hommes soit un peu plus intégrée à la pop culture, quoi, en gros. Non, c'est vraiment, ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'en plus, la new romance a pas mal de choses à apprendre à la littérature là-dessus. Je prends quelque chose, je sais pas si on pourra pas le mettre dans new romance, mais Heartstopper, qui a quand même Heartstopper, ou Sex Education aussi. Ou Sex Education, qui ont quand même des gros impacts aujourd'hui sur les jeunes, parlent d'une sexualité qui est différente, et ça montre quelque chose quand même de notre génération, de voir qu'un homme bisexuel est accepté, c'est quand même ok. Ça nous fait genre wow, oh c'est bien. Moi, j'ai peut-être un petit reproche, c'est que c'est un peu, il y a quelque chose qui me titille un petit peu, mais ça c'est parce que je voudrais qu'on aille encore plus loin, et c'est peut-être que je suis trop exigeante. Et une grosse woke. Je suis woke, allez.
Mais en fait, je vois aussi des patterns qu'on retrouve aujourd'hui. La relation masculine avec un homme, elle est forcément une relation mauvaise. Il y a une homo-érotisation très très forte de la relation entre Rory et Lou, que moi j'ai beaucoup retrouvé comme un héritage des yaoi. Les yaoi, c'est des mangas qui décrivent des relations homosexuelles entre hommes et qui sont très clairement beaucoup plus à destination des jeunes femmes. Je dis jeunes parce que c'est assez assumé que c'est pour les jeunes femmes. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu le female gaze où on va essayer d'avoir une relation mais homoérotique pour des femmes. Donc, c'est une vision de l'homosexualité, une vision de la bisexualité qui est encore une fois très particulière. Ce qu'on pourrait reprocher, je le fais pas parce que je pense pas que ça soit enfin, c'est pas le reproche que je fais moi personnellement, mais Lou, quand il est en couple avec un homme, et ben ça se passe très mal. Oui. L'homme il est très narcissique, et quand il est en couple avec une femme, ben ça se passe très bien. Et donc on pourrait entendre que être en couple avec un homme c'est pas bien, être en couple avec une femme c'est bien. Cela étant dit, il y a pas de lien qui est fait dans la narration, c'est juste que ça se passe comme ça. Ouais, non, et moi ma théorie c'est qu'il y a une référence très 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 forte dans le livre à Oscar Wilde, et notamment au portrait de Dorian Gray. Mais à mon avis, je pense que c'est ça, c'est juste une référence à un auteur, en plus de ça, homosexuel. Et peut-être qu'on peut parler des références, parce qu'on l'a toujours pas fait, alors que c'est quand même, je pense, la première critique qu'on a fait quand on a commencé à s'envoyer des petits SMS. Alors, il y a différents types de références. La première référence, c'est la référence à la pop culture, on en a déjà parlé, Billie Eilish, Spider-Man, l'Imperial Mark de Star Wars, ouais, voilà, TikTok, en masse. Un peu, mais quand même assez naturel, c'est des jeunes, ils parlent de ça, c'est normal. Mais ce qui est trop drôle, c'est que en même temps, ils font des références très 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 fortes à de la littérature tout le temps. Et ils passent leur temps à faire ah ouais, Hercule Poirot, Sherlock. Et alors c'est un certain type de référence, c'est un certain type de littérature anglaise. Donc c'est Oscar Wilde, Agatha Christie, Sherlock Holmes, donc c'est Conan Doyle, pas mal de policiers. Ouais. Et ensuite Edgar Allan Poe, je t'ai déjà dit. Lewis Carroll. Donc une certaine littérature anglaise, donc pas de Charles Dickens. Hein. On est dans un truc gothique, un truc un peu romantique, un peu torturé, un peu de Shakespeare. Voilà, on est dans cette littérature anglaise. On en revient à cette esthétique de Dark Academia, ça c'est sûr. Et puis bon, le fait que c'est un roman policier. Et enfin, il y a ce truc qui m'a fait bugger comme pas possible. Incroyable. C'est les références au latin. Ils n'arrêtent pas de se balancer des citations en latin. C'est pourquoi ça fait 2 livres de torchon où je dois me remettre le nez dans le gaffio. Je pense que c'est très clairement, quelqu'un me sort des citations comme ça, notamment dans les situations dans lesquelles je sors des situations hyper sérieuses, et là tu me sors une citation latine, je te regarde et je fais c'est impossible. Je vais citer un passage, je crois que c'est entre Lou et Camélia. Ce n'était pas un homme bien. Je relève la tête vers elle, sa bouche est résolument fermée, ses traits sont froids et ses yeux referment des souvenirs douloureux. Toi non plus, ajoute-t-elle doucement, ce qui me vaut un sourire triste. Exigo ame non ut optimus parsim sed ut malis melior. Et là, on a la note de... Ah oui, et à cela, nous tombons dans un silence étrange. Bah oui, il est étrange, ce silence. T'as rien compris, mec. Tu vois, et le truc, c'est que, alors, à l'inverse de Juliette, moi, j'ai fait beaucoup de latin. Comment dire? Je vais le dire, et je le dis pas par prétention, hein, mais même moi, je comprends pas ce qu'elle dit. Donc, heureusement, il y a une note de bas de page qui dit « J'exige de moi-même de ne pas être l'égal du meilleur, mais meilleur que le mauvais. Sénèque. » Bref, tout ça pour dire, j'ai demandé à ceux qui nous suivent sur le compte Instagram @torchon.podcastlittéraire, eux, c'est quoi leur pratique du latin au quotidien, c'est-à-dire et les gens m'ont répondu avec aller à Jacques Est ou les trucs qu'on retrouve dans Astérix, quoi. Mais oui, mais tout ça Carpe diem, mea culpa. On avait des théories un peu différentes sur le sujet. Ouais. Et je pense que moi, ma théorie, c'est que c'est la manière dont elle représente la classe sociale supérieure, dont il y a l'exigence du fantasme dans la New Romance, et que dans cette classe où ils sont tous très très cultivés, où ils sont tous très très beaux, très bons et très riches, ils se citent du latin.
parce que c'est tous des anciens de prépa littéraire. Enfin, l'équivalent à Édimbourg. L'équivalent à Édimbourg. Je pense que c'est un peu cette vision que si c'est des classes riches, socialement éduquées, cultivées, etc., elles vont se balancer des citations latines. Et c'est un peu sa représentation de ça. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai une autre théorie. Morgane Moncomble, elle a fait des études de lettres. Je crois qu'à la Sorbonne. Et donc, je pense qu'elle a dû côtoyer tout un tas de monde. Et puis, je pense qu'elle doit côtoyer, maintenant qu'elle est très connue, une certaine forme de mépris vis-à-vis de ce qu'elle fait. Et je pense qu'elle en est bien consciente. Et une manière de se réclamer d'une certaine forme d'intellectualisme, c'est de dire non, mais moi je cite des trucs en latin. Alors, c'est une manière de montrer en tant qu'autrice que elle est cultivée, que elle cite du Sénèque, qu'elle cite du latin. En fait, c'est marrant parce qu'on se rejoint c'est ça. dans l'interprétation. C'est que toi, tu considères que c'est pour donner un statut spécial à ces personnages. Moi, je pense que ça permet de lui donner un statut privilégié à elle-même. Enfin, à son œuvre, à son roman. Et je pense aussi que c'est une manière d'espérer une critique du type je suis une porte d'entrée vers des choses peut-être plus, je mets ça entre guillemets, sérieuses. Peut-être que beaucoup de personnes vont découvrir Edgar Allan Poe, Oscar Wilde ou Sénèque grâce à Morgane Moncomble, et c'est quelque chose de bien pour notre civilisation, pour notre culture, pour la France. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose. Cela étant dit, je trouve que c'est fait de manière extrêmement artificielle et c'est mal fait. C'est très très artificiel. J'entends cet argument et je pense qu'il est hyper légitime. Pourquoi pas? Oui. Mais c'est sûr que en fait les gens font pas comme ça dans la vraie vie, personne ne se balance des références. Le problème des citations en latin, c'est que peut-être au 19e siècle, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, si je commence à citer, Suave Marie Magno. Et là, de quoi tu me parles? Et je suis là, oui, c'est dans Lucrèce et tout. Donc moi, il se trouve que je connais 2-3 citations parce que voilà, j'ai pas une très bonne mémoire, mais je me souviens de 2-3 textes que j'ai étudiés quand j'étais en prépa. Mais je vais pas en parler à des gens qui ont pas été dans la même classe au même moment que moi. Même pas les questions de prépa, pas prépa, mais tout simplement parce que la personne en face va se sentir un peu, au mieux, elle va me prendre pour une folle. Au pire, elle va me prendre pour une grosse snob. Ouais, elle va se sentir méprisée, clairement. Et elle va se sentir méprisée par une meuf qui est là genre « Ah bon, tu n'as pas lu Lucrèce de Natura Rerum ?» Et encore, on pourrait l'excuser de la part de Rory, qui est censée avoir ce genre de comportement. Mais de Lou et de Camélia, c'est hyper étonnant. Pourquoi Lou et Camélia ont... Mais parce que on en revient au truc qui est que Morgane Moncomble, elle a pas arrivé à comportementaliser la psyché de chacun de ses personnages. Elle a pas réussi à créer une écriture par personnage avec des personnages qui sont bien et bien différents. Tous les personnages sont les mêmes. D'ailleurs, on peut un peu conclure là-dessus. C'est des personnages qui sont pas très bien écrits. En gros, Sky, elle est vénale. Gideon, c'est un arnaqueur. Lou, il est ténébreux. Camélia, elle est forte. Charlotte, elle veut partir de là. Charlotte, elle veut se casser. Charlotte, elle se bat. Ouais. Donc, moi, je les trouve un peu pathétiques au sens basique du terme, au sens de pathos. Et ils sont, tiens, me parler des mots. Quelle grosse snobinard. Mais en fait, ils tombent tous très vite dans le pathos. Lou a des parents qui l'aiment pas et c'est hyper répété dans le bouquin et tout son esprit est torturé par le fait que ses parents lui ont dit que personne ne l'aimerait jamais. C'est très lourd. Ça fait pas un personnage en fait, ça fait un pan d'un personnage. Mais généralement, le personnage a la possibilité de construire de la complexité autour de ça, et là, c'est pas possible. En fait, c'est des personnages qui sont fonctionnels. Ils ont tout à fait. L'autre critique, c'est que ça s'appelle littéralement un automne pour te pardonner, et la notion de pardon, elle est pas du tout explicitée. Il y a pas de parcours sur le pardon. Et pardonner quelqu'un, comment tu pardonnes? Est-ce qu'il faut pardonner? Enfin, c'est des questions qui sont difficiles. Hein, et je trouve que Morgane Moncomble, elle a pas assez, elle s'est pas assez posée sur ce problème-là, quoi. Et encore une fois, on fait un procès de la complexité et en même temps, le genre ne veut pas ça. Oui. Est-ce que le genre veut vraiment une complexité autour de la notion du pardon ou est-ce que c'est juste vraiment désolé, je te pardonne d'avoir été méchant avec moi. Mais je te rejoins complètement. Ce qui est d'autant plus drôle parce qu'il y a aussi tout un vocabulaire au tout début de la brebis, de l'agneau innocent, etc., qui sont des choses qui sont beaucoup liées. Il y a des références à la Bible d'ailleurs. Voilà, qui sont des choses qui sont beaucoup référencées à
à la religion. Et effectivement, le pardon, il est pas là. C'est un automne pour oublier que tu faisais partie d'une bande de connards riches, prétentieux. Un automne pour comprendre qu'en fait, c'était pas toi qui avais demandé à ce que je sois harcelée. Mais alors, la notion de pardon... Peut-être le pardon, il existe entre Rory et Lou. Mais oui, à la fin, il y a un deuxième pardon, c'est vrai. Qui dure une page. Hein. On pourrait conclure en disant est-ce que c'est un torchon, est-ce que c'est une bonne surprise? Alors, c'est pas une bonne surprise, on n'a pas passé forcément un bon moment, toi et moi. Non. Mais je dirais pas que c'est un torchon dans le sens où il a pris les codes du genre, il a répondu aux codes du genre. Très bien. Voilà. Oui, si c'est votre cam, je pense que vous pouvez avoir énormément de plaisir à lire ce bouquin. Enfin, moi, ça m'a permis de réfléchir aussi pas mal à ce que je recherche dans la littérature. Et est-ce que, en fait, je suis victime d'un marketing un peu plus léger de la part de je ne sais quoi. Là, on est en pleine rentrée littéraire et tu sens bien qu'il y a du marketing même sur ce qui est censé être pas de la littérature parue chez Gallimard ou Grasset. Quoi. Enfin, je sais pas comment décrire la fiction, disons la littérature contemporaine. Moi, je suis curieuse de voir si elle est aussi capable de copier le style d'autres choses. Enfin, pas de copier, mais de s'inspirer profondément dans ses autres bouquins. Je serais très heureuse de voir si elle a cette capacité-là, et c'est quand même pas une capacité qu'ont tous les autoristes. Mais je me demande comment elle va évoluer. Mais voilà, va être capable, j'ai vraiment envie de la voir évoluer. Est-ce qu'elle va être capable déjà de se poser, peut-être, parce elle écrit énormément. Enfin, c'est quelqu'un qui a une très grosse productivité. Ouais, super productive. Peut-être Morgane, si tu nous écoutes, écris un livre de productivité, de développement personnel sur comment écrire autant. Mais je pense que ce qui serait intéressant, ça serait peut-être qu'elle écrive un petit peu moins, qu'elle réfléchisse un peu plus aux thèmes qu'elle souhaite écrire. Par exemple, genre le pardon, la notion de pardon. Peut-être, est-ce qu'il faut tout le temps répondre au code du genre qu'on s'est imposé? Je sais pas, je trouve que peut-être ce qui serait intéressant, c'est de les détourner. Et d'ailleurs, à la place de Un automne pour se pardonner, moi j'ai lu un super livre. J'en parle à tout le monde. C'est de Jeffrey Eugenides, ça s'appelle Le roman du mariage ou The Marriage Plot. Une réinterprétation du thème de et ils se marièrent et vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, ou est-ce que l'héroïne va réussir à épouser telle ou telle personne, qu'on retrouve beaucoup dans les romans de Jane Austen, genre il faut marier à tout prix cette jeune femme, est-ce qu'elle va réussir à faire un bon mariage? Et lui, il va réinterpréter cette trame-là dans une université américaine des années 80. Donc il y a un petit côté un peu Dark Academia parce que ça se passe sur un campus américain. Il y a un triangle amoureux, c'est-à-dire qu'il y a une femme, deux hommes. Et j'en dis pas plus, mais c'est extrêmement prétentieux. Donc, si vous voulez des références à tout va, et si vous aimez Roland Barthes en particulier, et des références très, très, très fortes à Roland Barthes, c'est un super livre. C'est un super livre pour les gens prétentieux comme moi. Et qui aiment bien Jane Austen, parce que c'est des références directes à Jane Austen. Donc, même chose si vous êtes ce genre de personne. Et donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais à la place? Moi, c'est un autre bail. C'est plus... Déjà, on va partir du côté de la BD, parce que ça m'arrive de temps en temps. Mais surtout, je recommanderais quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps, alors qu'il existe depuis 2019. C'est une BD de Liv Strömquist, qui est une autrice qui est assez acclamée aujourd'hui pour ses essais BD, et qui a écrit La rose la plus rouge s'épanouit. Et c'est un essai qui part du fait que Leonardo DiCaprio a toujours des copines qui sont plus jeunes que lui. Oui, qui ont toujours moins de 25 ans. Qui sont de plus en plus jeunes. Et sur notre relation à l'amour, et pourquoi on représente aussi aujourd'hui les femmes comme étant les plus chiantes en amour, voulant avoir les sentiments les plus développés, voulant tout de suite une famille, etc. Ce qui, je pense, est à la base de la New Romance, qui est ce sentiment amoureux qui appartient aujourd'hui aux jeunes filles de vouloir avoir un compagnon, avoir la grande histoire d'amour, fonder ensuite une famille, etc. Et elle balaie un peu tout ça en faisant pas une critique, mais en interrogeant plein de choses, en ayant énormément de références encore, et en n'ayant pas de réponse, mais en disant que au final, peut-être que si on continue de s'interroger sur l'amour, c'est peut-être que c'est juste une bonne chose. Ouais, et puis peut-être un truc qui serait vraiment stylé, ça serait un livre de romance pour les hommes. Ah ouais. Tu vois. Et pas, alors moi, le livre de romance pour les hommes le trope que je déteste, et personne ne dit que c'est un trope de romance parce que à chaque fois ça finit dans la littérature banale, normale, c'est, alors attention,
l'homme d'une 50aine d'années divorcé qui a perdu le goût de la vie et qui a du mal à écrire, qui retrouve l'inspiration et l'amour auprès d'une femme qui a la moitié de son âge. Ça, ce trope-là, je le vois dans les films de Woody Allen. Mais maintenant, quand je croise un livre qui propose ça, je ne le lis pas. Et je pense c'est ça leur trope à eux. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut dire dans ce podcast, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les New Romance, mais il y a des mecs qui font pareil avec des tropes qui sont beaucoup plus désagréables de l'autre côté. Et on n'appelle pas ça de la romance, on appelle ça de la littérature. Quoi. Et on les invite à la grande librairie matinale de France Inter, à la grande librairie, etc. Donc voilà. Et si vous êtes un homme écrivain et que vous vous reconnaissez dans le trope que je viens d'écrire, arrêtez. On va avoir un vrai impact sur les ventes culturelles de cette année, j'espère. Voilà. Déchirer le manuscrit. Tu le déchires maintenant. Bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.